Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Merci à Fousseni Saïbou, à tous les confrères qui ont bien chauffé le studio pour le club de la presse hier. Nous en sommes fiers. Et nous vous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de chaleur avec à la technique Victor Gwekoku Michel Tomega et Gérald Akoucha. Soyez rassurés, Gérald enverra sur la plateforme les émissions au jour le jour, notamment ceux et celles de la diaspora qui suivent avec attention le club de la presse au jour le jour. Cette émission que nous animons aujourd'hui avec déjà deux confrères dans ce studio, Michel Sarakawabalo Tchadja Loale. La fille, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, ça c'est bonjour à tous nos amis. Bonjour surtout à l'homme qui vient d'arriver. L'homme à Tichogbe, la nouvelle tribune qui vient d'arriver. À nos amis du bout des ondes et surtout Michel et Gérald qui sont en face de nous, derrière la belle vitrée. Et l'homme, bonjour. Bonjour Sass, bonjour Michel, bonjour aux techniciens et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci, nous commençons avec vous dans l'attente que un voire deux autres confrères nous rejoignent. Et juste le temps que nous partagions la pensée du jour que nous tirons du grand Mahatma Gandhi qui nous laisse comme enseignement que la loi de l'amour se montre plus efficace que ne l'a jamais été la loi de la destruction. Encore une fois, signé Gandhi, la loi de l'amour se montre plus efficace que ne l'a jamais été la loi de la destruction. Comme quoi encore, aimons-nous les uns les autres et nous n'en serons que plus heureux et l'homme. Oui, je crois que c'est le message le plus important qu'il faut retenir. L'amour au-delà de tout. L'amour, comme le recommande aussi la parole. Et il est dit que quand vous avez l'amour, vous avez tout. Vous pouvez tout. Vous pouvez vous surpasser. Vous pouvez tout gagner. Et je pense que par l'amour même, je pense que c'est le soubassement de tout commandement, de tous les commandements plutôt de Dieu. Et comme ça est dans la Bible. Et donc je pense qu'avec l'amour de son prochain, l'amour agapé, comme on le dit, on peut toutes choses. Pas seulement dans la Bible, mais dans tous les livres sacrés, le Coran et tous les autres, on pourrait dire sans se tromper que la loi même de Dieu, c'est l'amour. Loïc Abdelaziz Lawson, bonjour. Bonjour Sasgao. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio. Ça fait plaisir, surtout pour moi. Merci. Eh bien, nous démarrons. L'actualité est riche et variée. On va finir par le scrutin présidentiel, le processus électoral plutôt, mais il y a aussi et surtout des questions de proximité qui ne nous intéressent pas moins. Premier chapitre, la presse. La presse qui est omniprésente aujourd'hui, non seulement les journaux paraissent, les radios, les télévisions, les sites internet nous informent au jour le jour, mais pendant que nous sommes dans ce studio, il se tient une réunion à l'Agora Senghor. C'est en fait la suite des journées portes ouvertes qui se sont tenues à Kara il y a 2 semaines. Et vous vous rappelez que nous vous avions informé que en marge au programme des JPO à Kara, toute la presse togolaise la plus inclusive possible a adopté une déclaration commune, déclaration qui doit être assortie d'une grille tarifaire commune à tous les organes, presse écrite, radio, télévision et presse en ligne. Et pendant que nous sommes ici au studio, Michel, nos confrères sont en train de réfléchir sur l'étude et l'adoption, sans doute, de cette grille tarifaire commune. Non, nous sommes déjà au-delà de ce que tu dis. Aujourd'hui, il était question juste de présenter donc cette grille-là aux annonceurs, aux attachés de presse et organisateurs d'événements. Et juste après la présentation, avant même que je ne quitte la salle d'Agora Senghor, où se déroule actuellement l'événement, ils étaient au niveau des échanges après la présentation. Donc,
Aujourd'hui, tu l'as bien dit, à Kara, il y a eu une déclaration qu'on a baptisée Appel de Kara en marge des JPO, qui consistait à définir une grille commune pour toute la presse et voir dans quelle mesure, avec nos partenaires des institutions chargées de veiller à la communication, à l'organisation des événements, comment ensemble nous accorder sur le minimum afin que la presse sorte de l'ornière. Aujourd'hui, ces choses faites, nous avons présenté donc en tout cas les organisations de presse, en tout cas dans l'inclusivité, nous avons présenté cette déclaration à ces annonceurs et organisateurs d'événements. Il reste à voir dans quelle mesure. Il faut vous rappeler que il y a un temps qu'on va donner comme moratoire afin de permettre définitivement cette grille-là de rentrer en vigueur pour vraiment redorer le blason de la presse et rehausser l'image de la presse, parce que ça, je pense que tu as été peut-être témoin d'un certain nombre d'événements où les gens se bousculent pour 2000 francs sur les canettes, sur des beignets ou je ne sais quoi encore. Tout ça là, il faut qu'à partir d'un moment donné, que ça s'arrête. C'est la grande ambition de la presse togolaise, vraiment inclusive. La déclaration de Kara a été adoptée, signée par toutes les organisations de presse qui finalisent aujourd'hui la grille tarifaire commune. L'OTM, le CONAP, l'URATEL, le CETEP, PPT, Saint-Git, si je n'en oublie pas, eh bien, c'est la presse toutes les organisations dans son ensemble, qui conviennent de cette grille tarifaire. Désormais, les communiqués, les spots, les couvertures médiatiques, les invitations dans les médias, les publics reportages, tout cela sera l'objet d'un tarif commun applicable dans tous les organes. En attendant d'avoir le montant de cela, je peux déjà vous annoncer que à partir de la semaine prochaine, Canal FM, le club de la presse, nous ouvrons à tous les 7 candidats ou à leurs représentants pour l'élection présidentielle de 22 février prochain. Chaque jour, nous aurons un candidat ou bien son représentant pour venir décliner ici au studio son programme de société, son programme d'action, et on va commenter ensemble. Ce sera à partir de lundi prochain, le temps quand même que les candidats ou leurs représentants se mettent en conformité avec le service commercial de Canal FM. Le plateau qui s'agrandit avec Ambroise Yaokonjo, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Canal FM. Merci. La presse qui va se retrouver aussi le samedi prochain, ce sera la branche togolaise de l'Union internationale de la presse francophone, l'UPF Togo, qui sera en assemblée générale statutaire, samedi 1er février. Loïc, bonjour. Bonjour Saska. Le patron de Flambeau des démocrates qui parle de cette information, mais surtout le président de l'UPF Togo. Bonjour Saska, bonjour aux auditeurs et bonjour à tous les amis. C'est juste un encadré pour justement annoncer cette assemblée générale statutaire, je le dis bien, assez importante parce que tu sais, on est légaliste. On doit être légaliste, oui, dans un état de droit. Merci de le préciser. Et surtout, nous qui sommes des responsables d'associations, nous qui critiquons souvent les autorités quand elles dévient un peu. Donc nous avons décidé, ça fait 6 mois déjà que nous sommes à la tête de cette organisation. Et nous sommes dit donc, depuis l'organisation au niveau du Togo, les tests n'ont pas vraiment été validés par les membres. Alors, il fallait avoir des tests, savoir, par exemple, Loïc fera combien de mandats, parce que officiellement à l'international. Combien de mandats, voilà. Combien de fois son mandat sera renouvelable, voilà. Ou bien sûr, il va y avoir ou pas en aucun cas. S'il faut des rallonges et tout cela. Alors, on veut qu'à l'unanimité, les journalistes puissent, membres sympathisants, puissent faire le déplacement pour venir vraiment mettre les dispositifs, les verrous nécessaires afin qu'on ait une organisation assez sérieuse et comme dirait l'autre,
après moi, et que même si le diable prend l'UPF, qu'il puisse pas faire plus que ce ne soit pas le déluge. Voilà un Merci peu. beaucoup. Voilà. Dans cette assemblée statutaire, où, comme le président le disait tantôt, les membres de l'UPF Togo auront à étudier, amender et voter, surtout adopter les statuts, le règlement intérieur. Ça, c'est d'un. De deux, vous aurez également à informer vos membres du programme et projet d'activité pour cette année 2020. Oui, beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées nouvelles pour la nouvelle année 2020 et comme tu l'as dit tantôt, comment faire pour de plus en plus rendre la presse togolaise beaucoup plus professionnelle et la rendre plus crédible, faire en sorte qu'elle soit mieux respectée. L'initiative de la grille tarifaire, qui est une initiative on ne peut plus excellente et bonne. Maintenant, il faut un suivi pour que les uns et les autres, pour leurs petits intérêts, ne puissent pas balayer d'un revers de main cette grille tarifaire, parce que la presse togolaise, je la connais, tu la connais. Il faut que quand l'idée de la grille a été émise et quand la grille là sera finalement rendue publique, que tout le monde puisse la rendre. Pour la petite histoire, je me rappelle ici, on était ici quand Move Togo était arrivé, et peut-être, tu te rappelles très bien, j'étais encore à la tête du journal Flambeau des démocrates, et je me rappelle, on était un certain nombre de journaux que Move Togo avait appelés pour signer des contrats. Et je me rappelle, et à l'époque, il a été entendu entre nos patrons de presse que voilà le montant sur lequel il fallait s'arrêter, parce que à côté, on avait les informations sur ce que Move a signé avec les patrons de presse au niveau du Bénin et de la Côte d'Ivoire, où ça allait jusqu'à 8 millions par périodicité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, avec les patrons de presse, c'était entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Move Togo n'a pas sélectionné tous les patrons de presse, tous les médias. Certains médias ont contourné. Ceux qui se sont entendus pour aller dire à Move Togo, non, écoute, ceux-là vous demandent de payer 2-3 millions par mois, et nous, on est prêt à vous faire ça à 100 000 francs par mois. Et c'est comme ça, cette affaire a coulé, et Move Togo a imposé son tarif jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui ne connaissent pas l'histoire à l'époque. Voilà un peu. Donc, nous espérons que, vraiment, ces choses se passent très bien. Et c'est l'idée là, et c'est avec Tchanyao, on en a eu à parler énormément, lui et moi, de cette idée avant que cette idée ne soit rendue publique. Et je lui ai toujours dit, ma crainte, c'est que les confrères ne puissent pas respecter, parce que on se connaît. J'espère bien que les confrères vont démentir votre scepticisme. J'étais à Kara quand j'ai vu toute la presse adopter dans une sorte d'euphorie la déclaration. Je présume que la grille a été également travaillée dans le même enthousiasme. Maintenant, comme quelqu'un a dit, le respect des normes convenues, cela s'appelle liberté. Nous attendons donc que les organes de presse conviennent avec discipline de respecter cette grille-là que la presse se donne librement. Oui, je crois que Loïc a parfaitement raison de sortir le problème. Mais il faut d'abord savoir les raisons qui font certains à avoir ce comportement qui ne tiennent pas la règle dans le monde de la presse. Tout simplement parce que quand par exemple le CONAP et autres organisations vont pacter avec une entreprise de la place pour pouvoir dispatcher la publicité, que cette publicité-là puisse aller à des journaux, à pratiquement tous les journaux, parce que c'est normal, et savoir le quota fixé pour que tout le monde, au moins la majorité, puisse avoir ces publicités-là. Le mal, c'est que quand ça ne vient pas à certaines personnes, c'est justement ces personnes-là qui passent par outre pour aller casser le prix, pour pouvoir aussi en bénéficier. Ça, c'est une des raisons que certains ont révélé. Mais c'est réel. Oui, c'est de l'indiscipline. C'est des faits réels. Et de deux, la publicité, c'est quand même pas un gâteau que les entreprises distribuent. Chaque entreprise passera ses messages dans l'organe de médias qu'il estime le plus à même de porter son message, pour dire que les patrons aussi peuvent négocier. Il faudra également une certaine concurrence. L'essentiel, c'est que ce soit fait de la façon la plus saine et dans la discipline possible. On peut, permets que je le dise, on peut très bien vivre de notre métier. Il suffit que nous nous respections nous-mêmes. C'est pour cela, j'ai toujours dit aux patrons de presse, sachez dire non. Dieu seul sait
Certains aujourd'hui nous traitent d'orgueilleux, de journalistes, ceci ou cela, mais je dis, il faut qu'on apprenne à dire aux gens, non, on ne veut pas de votre miette, quitte à rester affamé. Parfois, il le faut. L'émission que tu animes, c'est ce gars où je dis, c'est une émission de grande écoute. Énormément. Je fais partie de ceux qui disent à Modeste matin, midi, soir, ceux qui passent dans cette émission pour faire la vente, il faut que tu multiplies le prix par 100. Parce que ailleurs, c'est comme ça. Les gens ne peuvent pas, avec 25 000, 30 000, 50 000, venir passer leur message sur des émissions. Et c'est les mêmes qui insultent et disent les journalistes togolais sont des malheureux. Nous disons non. Et je crois que là, la révolution est en train d'être lancée. La nouvelle classe, les jeunes qui sont à la tête des entreprises de presse, médias, comment vous les appelez, les médias en ligne, qu'on sort, vont comprendre. Avec eux, moi je dis, avec la nouvelle classe, la dynamique va finir par s'imposer. Parce que si on se respecte, les partenaires vont nous respecter. Merci. On pourra peut-être au besoin revenir c'est de nous, Michel, je conviens, c'est de nous, et nous en parlons déjà. Un complément d'information que vous avez à nous donner. Non, je pense que ce combat, ce n'est pas le combat de quelqu'un, le combat du plus fort, c'est un combat qui doit s'inscrire dans un mouvement d'ensemble. Parce que, comme on le dit, les saboteurs, ceux qui pensent que le fait de contourner pour aller négocier en solo et prendre des miettes, ils vont se tirer d'affaire, se trompent. Et c'est pourquoi cette affaire, ce n'est pas l'affaire du CONAP seul. C'est une affaire de toute la corporation, de toutes les organisations de presse. Et l'objectif, c'est de fédérer nos énergies, de faire en sorte que les brebis galées soient démasquées rapidement pour vraiment, si à lieu, les sanctionner. Parce que, non, vous voyez les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions dans lesquelles nous, patrons de presse même, c'est vrai que certains s'en sortent bien, d'autres non. Et donc, c'est pas, et c'est ceux-là même qui refusent de soutenir la presse en payant donc les couvertures médiatiques et tout, c'est eux-là qui avec des esprits malveillants, disent que la presse n'est pas professionnelle. Ils se paradent derrière ces arguties-là pour se tirer d'affaire. Non, je pense que désormais, ce que j'ai vu au niveau de l'Agora Senghor, c'est impressionnant parce que beaucoup d'annonceurs, d'attachés de presse, d'organismes étaient là. Et le message a été très bien véhiculé. Nous allons donner un temps de moratoire et juste après, nous allons passer vraiment à l'acte à la mise en œuvre effective de cette déclaration-là. Et donc, nous appelons au bon sens de tout un chacun dans la corporation. Parce que nous ne pouvons pas passer tout le temps à parler des gens, à vouloir polir l'image de certains, à faire quoi. Mais nous-mêmes, quand nous nous retrouvons seuls, c'est la misère. Non, ça ne doit pas continuer. Je pense que le fait que toutes les organisations soient ensemble, c'est le début. Et cette victoire, nous l'aurons. Merci. Mais pour terminer, comme dirait l'autre, une chose est de se donner des textes, une chose est d'adopter une grille, une autre est de respecter cela et le faire respecter par nos partenaires. Et l'homme, on finit avec vous. Oui, mais je pense que moi, un peu plus chaque jour, je parle de ce sujet-là ici, par rapport à la presse elle-même dans son ensemble. C'est vrai que les organisations de presse dans leur ensemble ont, au JPO de Kara, il faut le dire et le souligner, décidé de commun accord d'aller de l'avant. Il faut quand même saluer cette initiative-là qui a été prise de façon commune. Mais aujourd'hui, il y a des actes concrets qui sont en train d'être posés. Il va falloir que les gens, c'est un message fort que l'ensemble de la presse adresse à tous les opérateurs économiques et à tous ceux qui nous sollicitent, et pour que nous puissions véritablement sortir de l'ornière. Aujourd'hui, on nous dit que oui, on n'est pas professionnel, on n'est pas ceci. Les gens préfèrent des journaux d'autres pays à nos journaux, mais ce qui se passe dans ces pays-là par rapport aux conditions de vie et de travail, c'est pas ce qui se passe chez nous. Pour ne pas te couper, par exemple, nous voyons le contenu de ces journaux aussi. Voilà. Non. Il faut le dire. Ce qu'il dit est très important. Quand on dit non, qu'on n'est pas par rapport à qui nous achetons les journaux, que ce soit au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, on voit le contenu. On arrive par exemple. Donc c'est un faux problème. Je vais donner un petit exemple. La dernière fois en Côte d'Ivoire, il y a un journal qui s'est permis de titrer, parce qu'il y a l'église aujourd'hui qui se lève dans un peu plus de pays. Il y a l'église qui a
l'Église catholique qui voulait faire une grande marche en Côte d'Ivoire pour la paix avec 20 000 manifestants. Il y a un journal qui se lève et il a écrit « Ces prêtres seront à brûler ». Vous avez trouvé ça normal, vous? Et si vous écrivez ça au Togo, on va dire que c'est encore eux, ça. Le gars a mis à la une « Ces prêtres sont à brûler ». En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Le sujet ne date pas encore de 3 semaines. Vous pouvez fouiller les archives. Je ne trouve même pas du journal ici au Togo. Voilà. Donc, c'est nous qu'on pense que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous sommes des journalistes qui ne font pas grand chose. Donc aujourd'hui, clairement, il faut le dire. Mais non, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, à part les grilles tarifaires. Nous-mêmes, nous ne valorisons pas nos productions, il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous produisez et vous sortez un journal, vous voyez le PDF qui circule dans tous les groupes. Ça aussi, c'est notre erreur, vous comprenez? C'est-à-dire que vous produisez pour le marché local, c'est-à-dire qu'on ne mise pas aujourd'hui sur le commerce et sur la vente. Ce qui fait que nos marchands de journaux aujourd'hui, ils sont là, mais personne ne pense à eux. Donc, il va falloir que si aujourd'hui, nous pensons à cette situation, nous redressons cette situation, il faut qu'on redresse la situation sur toute la chaîne, à notre niveau aussi, parce que les marchands de journaux vivent aussi de nos productions, et tant qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de marchands de journaux. Merci, voilà. Nous parlons de nous pendant 20 minutes maintenant, informons le public pour ce qui nous intéresse nous tous. Il y a une semaine, c'est votre journal qui revenait sur le fait que le ministère de l'économie et des finances a retiré son agrément à la microfinance Lomen. Nous en avons parlé le jeudi et le vendredi. Nous avons reçu dans ce même studio le directeur de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qui a étayé, qui a complété votre article. Et aujourd'hui, vous revenez avec cette information que le gouvernement vient de nommer le liquidateur de la microfinance Lomen. Oui, effectivement, la semaine dernière, on est revenu où on a révélé les raisons de la fermeture de Lomen. On a révélé les raisons cachées de cette fermeture. Et donc, en fin de semaine dernière, l'arrêté ministériel portant nomination du liquidateur de la microfinance Lomen et de Sitio Pessarl, qui bénéficiait de l'agrément de Lomen pour faire ses opérations. L'arrêté est sorti, signé par le ministre de l'économie et des finances. Et donc, dans cet article-là, vous avez le nom de la personne. Moi, je ne vais pas le révéler ici parce que le journal est sorti ce matin. Il va falloir que les gens achètent pour lire. Tous les adhérents qui veulent savoir comment le processus va se dérouler désormais, l'arrêté est là. On a donné juste le nom de la personne qui est aujourd'hui nommé par le ministère de l'économie et des finances pour procéder à la liquidation de la structure de microfinance Lomen et de Sitio Pessarl. Merci. Donc les épargnants et tous ceux qui ont déposé leur tontine aussi bien à Lomen qu'à Sitio Pessarl devront attendre un peu le temps que le liquidateur se mette à l'œuvre et s'active dans les meilleurs délais pour convenir des modalités que les gens rentrent dans leur fonds. Maintenant, nous continuons avec ce nouveau virus qui crée la psychose dans le monde entier. Ce matin encore, les chiffres deviennent de plus en plus alarmants, aussi bien en Chine que dans d'autres pays. Il s'agit donc de ce nouveau virus qui porte le nom de le coronavirus qui a commencé en Chine et qui se répand de plus en plus dans le monde. Des journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Togo Matin qui écrit coronavirus. On attend toujours les réponses des experts pour percer le mystère de ce virus. Écho du pays nous ramène ici au Togo pour nous informer que les autorités togolaises sont en train d'envisager les mesures. Écho du pays qui écrit: le monde entier se mobilise contre le coronavirus, des dispositions prises par les autorités togolaises. Et la Nouvelle Tribune aussi, vous écrivez que l'aéroport de Lomé anticipe déjà sur les contrôles à adopter à l'endroit des voyageurs qui viennent de l'étranger, pendant que Ouara le vainqueur nous parle lui aussi du coronavirus, la crainte d'une propagation mondiale. Alors pour nous ici, quelles sont les dispositions que l'aéroport de Lomé a prises pour anticiper dans le sens de la prévention? Oui, je pense qu'au niveau de l'aéroport international Nassim Gadema, il y a des points de contrôle renforcés maintenant par rapport à l'épidémie ou par rapport à ce virus qui n'est pas encore signalé
sur le continent africain. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Il n'y a pas encore de cas confirmés sur le sol africain, sur le territoire, enfin sur le continent africain. Donc, mais déjà les aéroports se préparent et les aéroports sont en train de mener la garde par rapport à ce genre de trucs. Vous avez vu, même il y a certaines compagnies qui ont déjà interdit plutôt que leur vol rallient la Chine directement. Et donc, au niveau de l'aéroport de Lomé, il y a une réunion de sensibilisation du personnel ou des agents de santé par rapport à cette menace-là. Et le directeur, c'est-à-dire le responsable des maladies au ministère de la Santé, Dr Tamekle, qui a eu à gérer déjà l'épidémie d'Ebola au Togo, a quand même essayé de donner un certain nombre de détails sur les dispositions prises et les mesures prises au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Adéma pour contrer ou riposter ou pouvoir contenir ces genres de personnes. Donc il y a un centre d'isolement qui est mis en place et il y a le numéro vert qu'ils ont rappelé, évidemment, un numéro vert polémique parce que il y a beaucoup de personnes qui ont appelé qui disent que ça ne marche pas. Donc il y a un centre d'isolement et un numéro vert qui sont quand même disponibles pour pouvoir accueillir des cas de personnes infectées par le virus, ce virus de type mortel. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport aux dispositions qui sont prises par l'aéroport international Gnassingbé Adéma pour pouvoir contenir ou bien encadrer ces cas qui pourront être signalés demain. Merci à l'aéroport, mais pourquoi pas également au port de Lomé avec tous les navires qui accostent et qui viennent du monde entier et peut-être également les frontières terrestres. Avec, comme nous sommes de bons croyants aussi, Loïc, on va prier en plus des mesures techniques que nous soyons à l'abri de ce nouveau virus qui crée vraiment la psychose. Je crois que je vais opter pour ta dernière et pour la fin de ta phrase, que Dieu nous préserve, c'est tout, parce que on mettra des dispositifs. Je vois des grandes puissances qui ont tout, qui n'arrivent pas à maîtriser. Nous qui sommes les parents pauvres, je me demande si un seul cas arrivait, c'est que ça va être. Vivement que ça n'arrive pas. Comme on dit, Dieu protège toujours les pauvres. On est des bons croyants, on y croit. Et l'État fait ce qu'il peut, peut-être au niveau de la SALT, pour faire en tout cas, pour être aux aguets, aux qui-vivent. Vivement que cette maladie n'arrive pas chez nous. Il y a beaucoup de commerçants, quand on sait qu'il y a énormément de commerçants qui quittent le grand marché pour la Chine. Ceux que je connais, je les ai tous appelés pour savoir s'ils sont actuellement en Chine. Heureusement qu'ils sont à Lomé. Je crois que c'est le moment aussi où les commerçants togolais sont pour la plupart à Lomé, puisque la Chine est officiellement en vacances, je crois. C'est le mois de janvier, février, où les Chinois prennent vacances, les seules vacances ou les seules vacances qu'ils ont dans l'année. Donc, prions que ce virus n'arrive pas chez nous. C'est pas forcément la Chine. Les gens vont en Arabie Saoudite, les gens vont dans d'autres pays. Et quand on sait que les gens voyagent énormément, nous sommes devenus un hub, que vivement que Dieu nous préserve de ce virus qui est très dangereux. Ça, ce qui est important, c'est la mise en quarantaine de tous ceux qui viendront de la Chine ou autres pays qui sont déjà affectés au niveau de l'aéroport. 14 jours. Ça, c'est important. C'est-à-dire que surtout avec ces caméras... Il y a des normes sanitaires sur la base desquelles... Le Togo n'invente pas. Ce que je dis là, certains pays ont déjà pris cette mesure-là. C'est-à-dire la mise en quarantaine pour 14 jours. Surtout, il faut la caméra thermique. Parce que quand il y a une caméra thermique à l'aéroport ou au port, quand la personne sort en même temps, la caméra identifie celui qui a une fièvre en même temps. Donc celui-là, il faut le mettre au gnouf en attendant de 14 jours pour qu'on puisse savoir. Par exemple, l'Ivoirienne dont on parle, finalement, ce n'était plus le virus corona. Et comme c'est le docteur Tamekle, cet expert qui a eu déjà à gérer le virus Ebola, c'est lui qui a encore la manœuvre. Gageons qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, nous revenons rapidement sur le phénomène Claude Leroy. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous venons maintenant d'être informés officiellement que son mandat a été reconduit. Que c'est le président de la Fédération togolaise qui a reconduit le mandat de Claude Leroy parce que c'était un phénomène, on ne savait pas qui l'a fait venir, avec qui il a signé contrat. Maintenant, nous apprenons que c'est le colonel Guy Akpovi qui a reconduit le contrat de Claude Leroy, avec la nouveauté, Ambroise, que maintenant Claude Leroy a fixé, plutôt Akpovi a fixé à Claude Leroy des conditions. Et on verra maintenant
quand il n'aura pas réussi ces conditions-là, ce que Akpovi va lui faire alors? Oui, c'est vrai. D'abord, avec ces conditionnalités, je crois que c'est déjà une bonne chose parce que les Togolais sont fatigués de Claude Leroy. C'est-à-dire que ça, beaucoup le savent déjà au Togo ici, et même les journalistes français aussi le savent. Parce que lorsque des fois on entend des questions qui sont totalement biaisées, qui ne vont pas droit, pour en savoir réellement ce que Claude Leroy cherche encore ici au Togo, parce que la personne n'a plus de matière à vendre en matière de compétences footballistiques modernes. Je parle bien de modernes. Et aujourd'hui, on sait même pratiquement les conditions dans lesquelles le monsieur a été recruté. Akpovi n'a que cette possibilité de reconduire le contrat de Claude Leroy, puisque le contrat même ne demande pas de lui. D'après nos indiscrétions, le contrat vient directement de la grande maison. Et en plus de ça, la facture ou les chiffres sont mirobolants qui sont collés à Claude Leroy. Les gens parlent de 25 millions, c'est plus que 25 millions. Peut-être on y reviendra. Mais ce qui est intéressant et important dans ça, c'est la limite donnée à M. Claude Leroy. S'il ne qualifie pas le Togo pour la CAN 2021, c'est-à-dire qu'il est libéré immédiatement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'Akpovi arrive à faire ça. N'en déplaise à ceux-là qui sont les soutiens de Claude Leroy. Et on est fatigué d'un vieux qui est là, qui ne fait que siroter et sillonner les rues. Et au final, on mélange les quatre, et les libéraux, et les défenseurs, et les attaquants. Finalement, on a un résultat piteux. Ce n'est pas normal. Donc, j'attends même le jour où il va descendre sur un terrain. Il sera d'abord hué pour lui faire comprendre que les Togolais sont fatigués de lui. Akpovi a bien fait de limiter, de donner une feuille de route claire. S'il n'arrive pas à sortir un résultat fiable et concret, il sera viré. Merci. Et là, en ce moment-là, quand ils n'arriveront pas à le virer, c'est les Togolais eux-mêmes qui vont virer Claude Leroy. Merci. Bon, j'avoue que je n'ai pas lu les contrats, le contrat que Akpovi a fait signer à Claude Leroy, mais nous retenons pour l'essentiel que la fédération, par son président, demande à Claude Leroy de qualifier le Togo, les éperviers, pour la CAN 2021 et pour le Mondial 2022. Je rappelle ça, Michel, parce que pendant 3 ans et demi, Claude Leroy était un mystère. Est-ce que c'est la fédération qui l'a fait venir? Est-ce que c'est le ministre des Sports? D'aucuns même ont dit que c'est un cadeau offert au chef de l'État, enfin offert au Togo par le biais du chef de l'État. Si bien que la question a été posée, le public même a posé le problème Claude Leroy vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Rien n'a été fait. Maintenant, c'est le président de la fédération qui assume qu'il a reconduit le contrat de Claude Leroy avec ces 2 conditionnalités. Nous verrons maintenant à la fin des éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Mais mon cher ami Ambroise Pondio dit que si Claude ne qualifie pas le Togo pour la CAN 2021, qui va le virer? C'est lui-même qui l'a dit sur RFI. Moi-même, je l'ai suivi, de bout en bout. Claude lui-même a dit ça. Que selon le contrat, il a dit en 2021, il y a une conditionnalité. Il a dit ça sur RFI. Moi, je l'ai suivi. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu celui qui va le virer, puisque si c'est par rapport aux performances, Claude Leroy ne devait pas être encore au Togo actuellement. C'est bizarre. Ailleurs, quand un entraîneur fait bien, on lui donne bonus. Mais chez nous, le gars, quand vous réunissez tout ce qu'il a posé comme acte, mathématiquement, il est en deçà des attentes, mais on lui donne encore bonus pour aller jusqu'à 2021. Mais c'est absurde ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est pour une première fois au monde qu'on a gazé des gens parce qu'ils manifestent pour le départ d'un entraîneur. Donc, comprenez, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que Claude Leroy n'est pas au Togo pour le foot. Il n'est pas au Togo pour le foot. Je pense qu'il a autre chose à faire. Si c'est pour le foot, si c'est pour le football, ce monsieur, ce matin, il ne doit pas être au Togo. Il n'est pas, puisque ce qu'il a posé comme acte. C'est vrai, c'est un rican. Quand nous parlons, il y a des gens, des esprits malins qui pensent que, parce qu'ils ont des intérêts mesquins derrière Claude Leroy, ils font. Mais nous, on n'est pas dans ça. C'est le Togo qui nous intéresse. Parce que si c'est pour nous donner la joie, Claude Leroy n'a pas été ici. Moi, j'ai conclu qu'il n'est pas là pour le football. Il est là pour servir certains intérêts, certaines sphères, certaines loges et autres. Sinon, si c'est le football, il devait être dégagé depuis.
Maintenant, nous avons un repère à la fin des éliminatoires CAN 2021 et de Mondial 2022. Est-ce que les éperviers réussiront à se qualifier pour l'une ou l'autre compétition, ou bien est-ce qu'ils seront encore restés sur le carreau? À ce moment-là, on avisera. Et l'homme? Bon, je crois que Michel a marché sur ma langue parce que, en fait, en réalité, je crois que ce contrat cache d'autres objectifs. À moins qu'on nous dise le contraire, parce qu'on ne peut pas nous faire croire que quelqu'un qui fait les plus mauvais résultats du Togo depuis que les éperviers se sont engagés en compétition sur le plan international, qu'on reconduise, on renouvelle encore le contrat de cette personne. Mais franchement, pourquoi? Pour un retraité, Claude Leroy, c'est quand même quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à un pays ou à une sélection de foot. Il fait mieux d'être consultant sur Canal+, c'est mieux. C'est-à-dire, on sait qu'il est consultant. Regardez toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. C'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de pays à entraîner ou de club à entraîner, mais c'est parce qu'ils savent aujourd'hui que ça nécessite une certaine prédisposition d'esprit. Et donc, moi, ce renouvellement de contrat, pour moi, je considère, parce que la FTF a réussi beaucoup de choses depuis que le président colonel Akpovi est là. Ils ont fait beaucoup de choses sur le plan national. Ils ont quand même réussi à endiguer les crises, à relancer le football sur le plan national. Mais le talent d'Achille du bureau reste le contrat de Claude Leroy. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire pour quelqu'un qui ne fait que multiplier les défaites, même à domicile, et enfin, à la fin, nous dire que non, que c'est un problème de terrain, que le terrain, il n'est pas bon, il faut changer la pelouse. Après, on change la pelouse, on va au stade de Kégé, il dit non, que ils n'ont pas tendu le gazon, que oui, que il va falloir qu'on puisse, le gazon est plein, il faut tondre le gazon, sinon il y aura défaite. Et donc, quand un sélectionneur ne se remet pas en cause par rapport au choix ou au choix tactique qu'il fait sur le terrain, il y a un problème. Et vous comprenez aujourd'hui que même au sein des éperviers du Togo, il y a des joueurs qui ne sont plus enclins à revenir en sélection à cause de ce problème, parce qu'ils sont là et ils jouent dans d'autres couloirs au lieu de jouer dans leur domaine de prédilection. Et donc aujourd'hui, il va falloir que, à la faveur de ce renouvellement de contrat, qu'on puisse atteindre nos objectifs. Merci. Donc, arrivons au terme des éliminatoires CAN 2021, Mondial 2022, et nous aurons des éléments pour apprécier. Avant d'aborder, ou bien abordons le processus électoral par le côté sécuritaire. La nouvelle. Oui, Michel. Vous savez que par rapport à Claude Leroy, depuis qu'il est là, le président de la FTF s'est montré un peu réservé par rapport à qui a mené Claude Leroy. Il a signé contrat pour combien de temps? Avec qui, tout ça là. Mais si c'est des moments après sa réélection à la tête de la FTF, s'il se prononce par rapport au cas Claude Leroy, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que il y a des choses qui ont été calées en amont, et maintenant nous, le peuple d'en bas, on nous sert ça pour penser que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais nous aussi, nous avons nos analyses à faire. Ouais, mais je sais que le Togo a de bons joueurs. Nous avons, depuis 2005, Dieu nous a vraiment bénis. Nous, d'abord, même de par le passé, on a eu de bons joueurs. Depuis 2005, on a des joueurs talentueux. Cette race de joueurs est en train de disparaître comme ça, parce que c'est le problème que l'État n'arrive pas à régler. C'est le problème d'hommes à la tête en tout cas au niveau de la FTF, parce que rappelez-vous tous ceux qui se sont succédés depuis 2000 à la tête, tous les problèmes qui ont eu, et jusqu'à ce jour, avec cette dernière élection, il y a des problèmes qu'on n'a pas voulu régler, on a voulu juste les reporter. Quand c'est comme ça, nous avons de bons joueurs, mais les résultats, ça va poser problème, c'est ça. Vous disiez tantôt que les choses auraient été négociées en haut et le peuple d'en bas constate. C'est bien peut-être, mais le peuple d'en bas connaît désormais un repère. Ça veut dire qu'on a fixé un cap au sélectionneur. Mais on vous dira autre chose après. Arrivons d'abord là-bas, on verra s'il aura réussi cela ou pas. Maintenant, où on aborde le processus électoral par le côté sécuritaire, cette semaine a rimé avec la sortie du ministre Yard, dont les éléments ont exhibé les 31 personnes comme étant l'épisode numéro 2 du phénomène Tigre Révolution.
Nous en parlons de toute la semaine avec ce nouvel élément de Frambourg des démocrates. Loïc, vous revenez sur la sortie du ministre, vous revenez sur ce phénomène avec ce titre. Vous trouvez que le ministre de la Sécurité, le général Yark, a commis un faux pas lors de la conférence de presse au cours de laquelle les 31 personnes avaient été exhibées? Oui, et nous avons tenté de le démontrer, parce que pour tout le monde sait que depuis un certain temps, le général fait des efforts pour essayer d'endiguer les problèmes sur nos routes, accidents, je ne sais pas, ceinture de sécurité. Il a pu imposer cela, les casques, tout ça va à son actif. C'est des choses qui sont assez bien. L'insécurité a diminué, les braquages ont diminué, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, mais le ministre, nous avons l'impression qu'il est en train de suite justement au processus électoral qui arrive, de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et c'est pour cela, nous disons, il est en train de faire un faux pas. Parce que dans toutes les démocraties, dans tous les états de droit, je crois que comment ça doit fonctionner, c'est écrit dans des constitutions, c'est écrit dans des textes, et chacun a ses prérogatives. Et quand le ministre de la Sécurité ou ces éléments interpellent, ou comment vous appelez ça, l'expression qu'eux-mêmes ils utilisent, et mettent la main sur les éléments de tigre noir qui sont accusés de révolution, je ne sais pas quoi les expressions utilisées, ils sont de troubles à l'ordre public, déstabilisation des institutions de l'ordre public. Les mots sont assez forts. Sassigaou. Et nous disions que partout dans le monde, quand ça se passe comme ça, c'est pas le ministre de la Sécurité qui vient présenter devant les caméras, ou bien c'est son directeur de la police, les éléments. Non, Sassigaou. Dans un état du droit, et ça tout le monde le sait, c'est au procureur de la République de venir présenter les faits. Et quand le procureur présente les faits, le ministre de la Sécurité ou bien ses subalternes peuvent appuyer par moment le procureur de la République. Nous, c'est à ce niveau, nous disons, le ministre fait un faux pas. Il joue un rôle qui n'est pas le sien et qui risque de frustrer du côté du judiciaire. Je dis, le ministre, il est l'exécutif. Et l'exécutif, c'est pas son rôle. Il a beau être ministre de la Sécurité, c'est l'exécutif. C'est le judiciaire qui fait ce travail. Tu sais, dans l'article, je donne des exemples des pays comme le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire récemment, où on a ramassé des armes au domicile de Soro ou bien de ses collaborateurs. C'est pas Bakayoko ou le ministre qui est venu présenter ça. Non, c'est un procureur qui vient présenter. Au Niger, quand tu prends même le cas comme le Burkina, où tout le temps on égorge, on tue des gens. On parle de l'insécurité, la vraie et grandissante, où les djihadistes sont là. Les quelques fois on a mis la main sur eux, sur quelques djihadistes, c'est pas le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur qui est Mohamed Bazoum qui vient présenter. Non, c'est le procureur. C'est-à-dire chacun son rôle. Peut-être le ministre vient de la Sécurité peut venir appuyer ce que dit le procureur. C'est un peu comme ça. Nous avons dit peut-être dans la précipitation, peut-être quelqu'un a mal aiguillonné les choses. Et le ministre se retrouve à jouer le rôle qui n'est pas le sien. Et tu n'es pas sans savoir. Moi, je t'informe. Depuis la sortie de cet article, Dieu seul sait au niveau du parquet, les réactions qu'on a. Et nous ne l'avions pas quand nous écrivions l'article. Nous n'avons pas eu l'information. Tu te rends compte qu'à ce jour, ces personnes qui sont arrêtées, aucun juge ne les a vues. C'est ça aussi, Sassigaou. Moi, en faisant cet article, c'est que j'ai toujours dit quelque chose une phrase que je répète dans ce studio, faisons les choses bien. Quand on veut faire de la démocratie, faisons-la bien. Quand on dévie, parfois, c'est pas ça. Le ministre, quand parfois tu fais bien les choses tellement, il suffit que tu fasses une erreur et tout ce que tu fais, ça va à l'eau. D'autant plus qu'en justice, on dit qu'on peut gagner ou perdre un procès par la forme, sans nécessairement aller jusqu'au fond. Depuis ce matin, des confidences que j'ai dit pas des moindres du niveau du parquet, on nous fait comprendre qu'on n'a jamais vu. Nous, on n'a même pas vu ces personnes. Les juges disent on n'a pas vu ces personnes. On ne les a pas encore présentées. Les personnes, selon ce que les confidences que j'ai demandées des juges, c'est qu'elles sont actuellement gardées dans un service secret de la police. Sassigaou. Alors déjà, la procédure est viciée. Et pour tous ceux qui connaissent où on fait le b.a.-ba du droit, en droit, dès que la procédure est viciée, tout va à l'eau. C'est-à-dire, même si les faits sont réels, tout va à l'eau.
Et quand si la procédure est se trouve viciée. viciée. C'est les principes élémentaires du droit. Alors que dans ce cas, la procédure est en train d'être gravement et abondamment viciée. Et qu'est-ce qui va arriver demain? Quand on va vouloir les présenter à un juge, la procédure étant totalement viciée, le juge risque de les libérer, on dira le juge a été corrompu. C'est ça aussi la réalité de nos pays. Et l'autre chose que nous avons souligné dans l'article, parce que nous avons un peu tapé sur le ministre de la Sécurité, nous avons tapé aussi sur la presse. Nous avons fait un encadré pour dire, la presse aussi est en train de faire un truc dangereux. La presse qui est invitée pour présenter, à qui on présente des présumés coupables. Tu aimes utiliser cette expression parfois pour nous recadrer dans ce studio quand on parle. Et la presse expose ces personnes dans leurs journaux, dans leurs journaux, sur des sites internet. Et j'ai dit, mais il y a un travail à faire. L'OTM et mon ami, et comment il s'appelle, Aimé Legault a du boulot à faire. Parce que là, au-delà de l'OTM, la HAC même devrait a du boulot à faire. Parce que ces mêmes personnes se trouvent également exposées dans les organes publics, Togo Presse, pourquoi pas la TVT. Et TVT, excellent. Et ça, c'est aussi une erreur monumentale et grave pour la presse, parce que c'est vrai, on dit c'est des djihadistes, oui, on dit que c'est des gens qui ont... Mais tant que... moi, je parle du principe de l'état du droit. Tant que nous sommes dans un état du droit, et qu'ils n'ont pas été jugés, ils ne sont pas encore coupables. Et tant qu'ils ne sont pas encore coupables, on n'a pas à les exposer. Et pour la petite histoire, un commissaire de police, aujourd'hui encore ce matin, m'appelle, me dit, mais ce que tu as écrit est pertinent, dans la mesure où, il veut parler du côté de la presse que j'ai évoqué lui. Il dit, dans la mesure où, nous, on ne l'a pas rendu public, mais la réalité, c'est qu'on a exposé, des gens ont été exposés après, ils ont été jugés innocents, et ils ont porté plainte contre nous, la police, et on a géré le problème. Non, ça se passe au Togo. Parce que, ça, c'est Gaou, c'est que nous disions, moi, je connais pas ces personnes, j'ai rien à foutre. Mais ce que je dis, c'est que je parle des principes des béabas de l'état du droit. Si demain, toi et moi, on se retrouve dans au mauvais endroit, au bon moment, et qu'on met la main sur nous, sur un truc, et que nos photos se mettent à circuler dans les journaux, on dit c'est ça, c'est Gaou, c'est Loïc Losson, c'est Michel Tadia, et que 3 jours, on dit c'est une erreur, mais c'est déjà parti. C'est pour cela la TVT, qui est d'abord la télévision nationale, et les médias qui suivent, nous les privés, on doit apprendre que ça c'est le béaba. Merci. Faisons les choses comme il se doit, que la forme accompagne le fond. Maintenant, l'élection présidentielle, ce sera le premier tour le 22 février prochain. Et chaque jour, nous suivons soit la HAC, soit la CENI dans leurs préparatifs. Hier encore, la HAC a procédé, non, c'est la HAC, oui, la HAC a rencontré les organes des médias le mardi pour convenir de l'ordre de passage dans les médias publics. Une séance similaire a été faite hier. La CENI, de son côté, déploie déjà une bonne partie du matériel non sensible. Michel, votre journal en fait cas. La CENI veut anticiper et ne pas se retrouver dans des contretemps au dernier moment. Oui, c'est ce que nous avons constaté. Vous savez, depuis le début du processus, la CENI a toujours fait montre d'une disponibilité et d'un sens de responsabilité. Et elle a tout récemment, comme on l'a dit, déployé sur le terrain le matériel non sensible. Nous étions encore au nord quand nous avons vu certains agents de la logistique arriver. Et donc, ça veut dire que la CENI est en train de prendre des dispositions pour ne pas, en tout cas, glisser dans le retard de déploiement et tout. Et donc, avec le temps, le matériel dit sensible, notamment l'encre indélébile et tout ça là, sera convoyé et vivement que tout se passe bien pour que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Oui, la CENI qui fait comme on l'a enseigné, qui veut voyager loin, ménage sa monture au jour le jour. Alors maintenant, ce n'est pas des sondages officiels, mais chacun a la liberté d'avancer son favori ou pas. C'est ce que fait le confrère Théo Nyamsa qui écrit présidentielle 2020, Faure Gnassingbé, grandissime favori.
pendant que Ouattara le vainqueur revient sur les propos tenus par le ministre Gilbert Bawara le dimanche dernier sur une chaîne de télévision. En reprenant les termes du ministre Bawara, Ouattara le vainqueur écrit justement que le ministre Gilbert Bawara ne trouve aucun candidat crédible face à Faure. Ambroise, c'est également un discours qu'on entend par-ci par-là et des gens estiment sur la base de leur propre analyse que Faure Gnassingbé est grandissime favori pour l'élection du 22 février prochain. Moi, j'ai trouvé plutôt le contraire. Et le Guardian va sortir demain avec l'analyse que nous aurons à faire. D'abord par rapport au ministre Bawara, on a consacré un article concrètement pour lui. Parce que c'est ces périodes-là qu'on le voit gesticuler sur les médias, dire des choses pour provoquer le camp d'en face. Maintenant, quant à ce qui concerne le cas de Faure Gnassingbé, plutôt Faure Gnassingbé est actuellement mis en difficulté. Je le dis parce que notre article viendra ETS là, avec la candidature unique de Podro, auquel s'allie une coalition de partis politiques, la CDPA et autres, le NI et autres, par rapport à Gbome Kodjo, qui déjà crée de la zizanie au sein du camp, qui met en branle les activistes sur les réseaux sociaux. Et en plus de cette dernière coalition qui est née hier, Fabre, Tchassona Traoré, Yolu Komi, et qui encore le dernier Gogué, qui s'allie, je dis que tout le Nord est pris. Ça dit que ça, c'est mon analyse personnelle. Tout le Gogué qui prend souvent 2 députés au moins pour Adi, dans le Grand Nord RNC qui prend 1 ou l'UNI qui prend 1, on descend vers ce Corée, il y a Tchassona Traoré, et en plus, Olu qui se trouve dans la zone Kara, c'est le problème. Les coalitions là se créent ici à Lomé. Est-ce que vous avez des éléments palpables sur le terrain? Qu'est-ce que vous appelez? Moi, je me base sur les résultats qu'avait obtenu déjà. C'est ce nom-là que j'ai eu à citer. Ouais, parce qu'il suffit. Je me rappelle, en son temps, vous qualifiez ces résultats de la CENI d'arbitraire. Donc, non, là, c'est la même CENI, la même configuration qui est toujours là, non, proche du pouvoir. Ils sont majoritairement proches. 15 à 16 au moins sont proches du pouvoir sur les 17. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Faure Gnassingbé a face en lui 6 opposants. Ça veut dire que les Togolais sont conscients que les opposants sont en train de s'allier contre un candidat. Et ce candidat-là, je le dis, si les élections sont transparentes, même avec la fraude, il risque d'être mis en difficulté, il risque même de ne pas sortir au premier tour. Je vois un deuxième tour entre Gbome et Fabre. Ça peut étonner les gens, mais si ces élections sont transparentes, Faure est au chaos. Merci. Ça, c'est Ambroise qui l'a dit. Faure Gnassingbé présumé grandissime favori par les uns, mais en face, il y a quand même 6 candidats. On connaît déjà le candidat Gbome Kodjo avec tout le processus qui a conduit à sa désignation et les ralliements autour de lui. Depuis quelques heures, on apprend une autre dynamique autour cette fois-ci de Maître Zeus Ajavon. J'avoue que je n'ai pas une idée claire des candidats qui sont dans la dynamique Zeus Ajavon, mais Chronique de la semaine écrit que la dynamique Ajavon Zeus vient s'ajouter à celle de Podro et la dynamique Ajavon qui annonce déjà des manifestations dont nous parle le changement. Il est question aujourd'hui même, c'est aujourd'hui 30 janvier qu'il devrait y avoir un meeting à Bekodjenji et puis le samedi 1er février la dynamique à Javon va faire une marche depuis Kakoto jusqu'à Bekota quelque part là-bas. Donc et l'homme avec la dynamique Podro, la dynamique autour de Zeus Ajavon, est-ce que autour d'Ajavon, est-ce que c'est une autre candidature unique qui est en train de prendre forme, ou bien quelle est votre compréhension exacte de cette vous savez, nouvelle dynamique? Moi, que ce soit dynamique Monseigneur Podro, dynamique Zeus Ajavon, là n'est pas le débat. Chacun est libre de faire la coalition qu'il veut en fonction de ce qu'il peut gagner dans les urnes. Moi, ça ne m'intéresse pas ce débat parce que, en réalité, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des programmes de société, c'est véritablement des schémas et des fils conducteurs
pour pouvoir diriger ce pays. Donc, moi, je vais faire le débat sur cet angle-là. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Aujourd'hui, des 7 candidats qui sont en course ou en compétition, c'est vrai que la campagne n'a pas démarré, mais on n'a aucune idée des programmes de société ou du programme de société de chaque candidat. Première chose. Deuxième chose, on nous dit, ou j'ai cru entendre que il y a 4 candidats des 6 de l'opposition qui vont mutualiser leurs énergies pour pouvoir gagner le scrutin, c'est-à-dire que au niveau même des délégués même dans les bureaux de vote, que si par exemple il y a un candidat qui n'a pas son délégué dans tel bureau de vote, que l'autre candidat pourrait le suppléer ou le représenter, le candidat de l'opposition, puisque de toute façon c'est l'opposition qui gagne. Mais à ce niveau-là, les candidats sont en train de faire un aveu. Un aveu qui ne dispose pas de ressources nécessaires pour couvrir chacun individuellement tout le territoire. Ce débat-là, c'est un faux débat. Écoutez, une présidentielle, c'est pas une élection communale. Mais qu'est-ce que les gens disent? Mais vous allez à la présidentielle, vous n'avez pas de moyens, rangez-vous. Mais on ne va pas à la présidentielle parce qu'on a envie de dépenser 5 millions. Hein. Mais si vous allez à une élection présidentielle, c'est le pays qui est en jeu. Donc vous voulez que, on prenne le pauvre du quartier aussi comme président de la République, il va se remplir les poches. Donc si vous êtes candidat à une présidentielle, c'est que vous avez l'étoffe d'un candidat à la présidentielle. Et puis de deux, les candidats ont 300 millions de francs CFA, divisé par 7. Ça fait combien? Un candidat s'en tire au moins avec 42 ou 43 millions. Les bureaux de vote sont 9 383. Vous avez un candidat par bureau de vote, vous payez 2 000 francs par jour. Vous avez 18 millions de francs CFA. Vous sortez ça des 47 millions de francs CFA, vous avez combien? Il vous reste une trentaine de millions. Une trentaine de millions, vous battez campagne dedans, vous enlevez les frais de la caution en 20 millions, il vous reste combien? Mais pourquoi les gens disent qu'ils n'ont pas les moyens? Le candidat ne fait pas campagne uniquement avec le soutien de l'État. Oui, c'est ce que je dis. Raison de plus, ça veut dire qu'il a un budget qu'il ajoute à ce que l'État donne. Et donc quand les gens disent qu'ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble des 9 000 bureaux de vote, je tombe des nues. Vous avez 47 millions, un seul délégué par bureau de vote, vous êtes incapable de positionner. Ça fait même pas 30 millions. Hein. Si vous voulez faire ça par jour, il y a 9 383 bureaux de vote. Multipliez ça par 2 000 francs CFA qu'un délégué doit prendre. Ça fait combien? Ça fait 18 millions. Mais vous avez 47 millions, vous ne pouvez pas sortir 18 millions, vous dites que vous n'avez pas de moyens et vous allez battre campagne. Non, quand même, honnêtement, il faut qu'on soit une fois sérieux dans ce pays. Si vous n'avez pas les moyens de faire votre... Parce que ce problème de PV, on est fatigué d'entendre ça. On est en train de collecter les PV, on n'a pas les PV, les histoires de preuves, on est fatigué. Mais si vous avez les moyens, l'État vous donne les moyens, on vous aide encore, vous nous dites que vous n'avez pas de délégué. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir les preuves que véritablement les gens ont gagné. Collectez-nous les 9 000 bureaux, les 9 000 on verra ce qu'il en sera, de vote. Voilà. La dynamique qui se crée ici et là. Mais Loïc. Non, tu sais. Oui, Michel. Cette affaire de. On n'a pas de moyens. On n'a pas forcé des gens à être candidats. Parce que la politique, c'est une affaire de grands moyens. Et surtout aller à la présidentielle, c'est une affaire de moyens. On ne fait pas. On ne cherche pas à en tout cas solliciter le suffrage avec de simples incantations. Il faut que les moyens soient accompagnés. Vous savez, comme le disait l'homme, en 2010, quand en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Gbagbo se battaient, Gbagbo était au pouvoir. Il payait 5 000 aux délégués du FPI dans les bureaux de vote. Alors que Alassane Ouattara, qui était encore dans l'opposition, payait 8 000. Vous comprenez? Vous avez compris? Ça dit que celui qui était dans l'opposition payait mieux que celui qui est. Donc, on n'avait pas de... Si les gens n'ont pas de moyens. Parce que moi, j'ai la chance de connaître un peu 70 à 80% de ce pays. J'ai sillonné. Hameau. Il y a des coins, j'arrive, je dis, est-ce que l'opposition sait qu'il y a des Togolais ici? Mais quand ils sont à Lomé, on les ouvre les micros, ils parlent comme si... Il y a des coins, je me pose beaucoup de questions. Vous ne pouvez pas quadriller le territoire national, 56 600 km². Et maintenant, vous êtes à Lomé, et à chaque fois, l'homme le disait, parce qu'il parle de PV. Comment pouvez-vous contester une élection? Pouvez-vous juger une élection si vous n'avez pas tous les PV, tous les bureaux de vote? Et donc, à chaque fois, vous vous lamentez, vous criez. Il faut avoir les moyens
de sa politique. C'est très important. Peut-être pour corriger ça c'est dans ce qu'ils pays, sont en les train gens d'envisager des dynamiques, voire de mutualiser, Ça, disons, leurs moyens. Mais une seconde, avant d'aller au débat plus inclusif, il y a cet article que je trouve intéressant dans Front des démocrates. Vous anticipez déjà sur, enfin déjà maintenant jusqu'au 22 et l'après 22, au moment où on va voir les observateurs. Et le flambeau relève que cette élection 2020 risque de se faire sans mission d'observation de l'Union européenne et des Nations Unies. Et vous vous demandez si ce n'est pas un mauvais signe. C'est même pas quel risque. Je crois que c'est acté. Sauf si à la dernière minute maintenant et quelque chose arrivait à changer. C'est acté que l'Union européenne ne va pas superviser ou observer les élections. C'est acté que les Nations Unies ne vont pas le faire. Pourquoi ils ne vont pas le faire? Nous avons donné quelques pistes pour dire voilà, parce que l'Union européenne, elle est sur le terrain, mais depuis un certain temps, apparemment, le côté politique ne l'intéresse plus. Elle se concentre au social, aux activités sociales, au développement du pays. Et voilà, les Nations Unies, à notre grande surprise aussi, ne veulent pas. Nous avons tenté de joindre l'Union européenne pour savoir pourquoi ils viennent pas. Tu sais, c'est aussi notre bunker. C'est difficile. On parle pas. C'est la diplomatie. On veut pas dire certaines raisons. Mais nous avons néanmoins eu plusieurs indiscrétions. Entre autres, et vous savez, ils sont déjà venus, je crois, en 2005 pour superviser, en 2010 pour superviser. 2010, non, ils étaient là, je crois. Alors, et on nous a expliqué que dans le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, quand ils viennent superviser une fois, observer une fois, deux fois, pour eux, c'est la norme démocratique dans un processus démocratique. Et quand ils se retrouvent que, je ne dis pas que c'est ça, hein, quand ils se retrouvent qu'il y a un même candidat qui fait 3 fois, 4 fois, on sort de la norme démocratique pour eux. Et que, donc, ils veulent pas trop se mêler pour qu'à la fin, et ils se retrouvent un peu entachés parce que très mal pour essayer de donner leur avis. Dans ce cas, ils seraient soupçonnés de cautionner. De cautionner, et puis voilà, parce que la démocratie et ses normes demandent quelque chose. Et au niveau des Nations Unies, on nous a dit même chose. Maintenant, est-ce que si il n'y a pas l'Union européenne, il n'y a pas les Nations Unies, de toute façon, l'État togolais reste, comme on dit, et comme on le dit, comment vous appelez l'expression, souverain indépendant. Ça arrange l'État togolais ou le gouvernement du moins togolais? Oui. Ça ne l'arrange pas, arrange l'opposition? Non. À la fin, quand on aura une élection contestée, l'opposition habituellement se tourne vers qui? Vers l'Union européenne, vers les Nations Unies. Ceux-là ne sont plus là. Ça va se passer comment? C'est pour ça que nous parlons de mauvais signes. Et rappelez que depuis quelques années, le Togo organise ses élections sur ses propres fonds. Ce qui fait qu'on a je pense que depuis 2010, si je ne me trompe pas, l'Union européenne, ils ont observé les élections de 2005. 2010, ils n'étaient pas là. 2015, ils n'étaient pas là. En ce moment, Faure faisait 2e mandat et 3e mandat. Ils n'étaient pas là. D'abord, moi, 2 principes de la façon dont l'Union européenne se comporte dans les pays, surtout en Afrique. De principe, quand les États décident d'organiser les élections sur fonds propres, et si l'Union européenne n'insiste pas, moi, 2 principes, ça ne me gêne pas. Parce que de par le passé, depuis les années 93 dans ce pays, moi j'étais déjà en classe de terminale. Ce que nous avons constaté, c'est que quand on envoie les missions d'observation de l'Union européenne, la plupart c'est des étudiants qui ont encore le lait matin entre les dents, qui viennent ici décider du destin d'un peuple. C'est ça. Et dans cette pas seulement au Togo que les missions d'observation. Peut-être que ces observateurs étaient peut-être jeunes, mais ils venaient avec des cahiers de charges. Oui, mais c'est fonctionnaire. On sous-estime nos pays. On sous-estime nos pays. N'oubliez pas cet aspect. Non, laisse-moi. On peut envoyer un ambassadeur le financement, c'est l'Union européenne. La puissance qui l'a mandaté. Oui, c'est parce que à l'époque, comme l'homme le dit, peut-être il nous donnait quelque chose. Maintenant, nous-mêmes, financement. Celui qui donne le pouvoir. Il est midi parce que j'avais voulu réagir. Non, j'aime pas terminer. Je vais chuter. J'avais voulu réagir avant Michel. Il y a les éditeurs qui attendent, souffrez. Moi, je voulais juste. Ambroise, on va venir à vous. Mais les éditeurs, c'est leur tranche. Il faut quand même qu'on s'ouvre à eux à partir de cet instant. 93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est chaud dans ce studio et c'est ça même qui fait le club de la presse. À présent, la parole est à vous, amis auditeurs. Vous intervenez par des questions, commentaires sur l'un ou l'autre discuté aujourd'hui. Le premier, Sandro, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Bonjour Loïc, bonne arrivée aussi. Et bon, pour l'insécurité au niveau du pays, bon, Loïc avait parlé des points les plus bons. Je vous assure que moi, ça m'a fait froid de tout ce qu'il vient d'annoncer au plateau. Et bon, nous voyons que le ministre de la Sécurité a fait de son mieux pour nous déceler les gens là. Mais, bon, voilà ce que Loïc est en train de dire. Et depuis toute la semaine, on en a eu à parler. Le rôle de monsieur le ministre devait effectivement concerner notre sécurité tout court. Et là, la justice s'en charge de ce qui peut advenir pour les gens là. Donc, on remercie beaucoup Loïc pour ça. Pour la présidentielle, les deux dynamiques de l'opposition, bon, nous, la population, nous, on est à l'écoute et nous sommes disposés à voir ce qu'ils sont en train de préparer. Mais, soyons sûrs que l'adversaire commun de tout le peuple togolais, c'est de regarder que les choses aillent dans le bon sens. Et surtout, que les organes qui s'en chargent de l'élection soient des organes qui vont nous donner des résultats qui vont sortir des urnes. Et non ce qu'on va nous communiquer par des lectures. C'est ce que nous attendons pour les gens qui sont en charge de notre élection. Merci à vous Sandro, mais il faut quand même rappeler que le problème que pose Flambeau aujourd'hui est souvent revenu dans ce plateau. La presse a souvent souhaité que le ministre reste dans son rôle de sécurité et que toute action qui doit toucher la justice soit appropriée par la justice elle-même, notamment le procureur de la République du Togo, qu'on ne voit pas, alors que c'est son rôle d'être au devant de toute question touchant la justice. Monsieur Maglo, bonjour. Allô, Sas, bonjour. Oui. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Ah, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, monsieur Maglo? Non, je ne l'ai pas fait, surtout pour monsieur Lasson qui devient de plus en plus rare. Ouais. Un grand coucou pour lui. Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier point, ça concerne notre fameux entraîneur Claude Leroy. Et pour une fois, je tire le chapeau à Michel. Il avait trouvé la réponse. Monsieur Leroy est là pour autre chose. Il est là, il joue autre chose, c'est vrai. Mais alors, on l'expose en le prenant comme entraîneur. On n'a qu'à lui trouver une tâche plus officielle et plus cachée. Par exemple, un ministre togolais qui ne bouge pas beaucoup. Là, il serait bien, on ne va pas le critiquer. Voilà. Et deuxième point, c'est concernant vos nouvelles dispositions en ce qui concerne le fonctionnement de la presse et autres, et surtout vos déboires avec ceux qui utilisent vos services, c'est-à-dire les chefs de parti et autres. Bon, il y a une chose sur laquelle vous n'avez pas insisté, c'est surtout les chefs de parti. Ceux-là, ils aimeraient quand même récompenser d'une manière ou d'une autre les journalistes qui plaident leur cause. Que vous le veuillez ou non, vous êtes des êtres humains, c'est normal. Vous avez un partisan pour un parti politique ou pour un autre. Et alors, lorsque, dans vos interventions de tous les jours, et vous parlez bien d'eux, ils aimeraient vous offrir de petites choses à travers la publicité. Et là, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que vous pouvez éviter cela? Voilà ma grande question. Merci, monsieur Maglo. Voilà. Les confrères vont vous répondre incessamment, mais souffrez qu'on reçoive en même temps l'ami Kolani en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, Sas. Oui. D'abord, je salue le plateau. Merci. Et Loïc Lockson, vraiment, merci à vous. Hein. Merci. Que vous avez recadré même les journalistes. Parce qu'il est temps quand même que vous vous disiez la vérité. Des fois, nous, les auditeurs, quand on appelle, les gens pensent qu'on les en veut. C'est votre job. Vous avez été à l'école. Oui, voici comment vous allez procéder. Le ministre de la Sécurité doit connaître son rôle. À plus forte raison, le ministre des Droits de l'Homme, 3 mois. Hier aussi, ils ont appelé les partis politiques là. Mais pour les conseiller, pour les montrer, voici ce qu'on a arrêté, voici ce qui se passe. C'est quoi? Mais cette politique-là, c'est dépassé. On est au XXIe siècle. Mais ceux qui nous gouvernent n'ont qu'à comprendre que, ou bien ils veulent faire la démocratie, ou bien ils ne veulent pas le faire. De toutes les façons, moi, Kolani, je le dis, nous les chassons parce qu'ils gèrent mal. Il n'y a pas la transparence. Donc, les gens n'ont qu'à aller la sanctionner dans les urnes
ou qu'ils partent et d'autres viennent. Je vous remercie votre chaîne. Merci l'ami Kolani. En attendant le prochain auditeur, Ambroise, il y a quelque chose qui vous brûle la bouche là depuis. Par rapport à ces histoires de procès verbal dont on accuse certains de n'avoir pas possédé, mais qui au final revient souvent sur les médias. Les gens en ont tout fait pour pouvoir collecter leurs procès verbaux. Au César, on est venu détruire ces procès verbaux, y compris les machines. Donc, de quelle histoire on me parle? De quelle histoire me parle-t-on? Les gens se sont débrouillés quand même pour avoir même si c'est l'essentiel des procès verbaux qu'ils devaient avoir. On est venu, manu militari, fermer tout, brûler les procès verbaux. Et là, dans quelles conditions? Et les gens réclament maintenant que les résultats soient proclamés bureau de vote, pas bureau de vote, au moins pour s'assurer au moins de l'équitabilité, de la traçabilité des résultats qui sortent des urnes vis-à-vis du citoyen qui est venu voter. Ça aussi, ça devient... Merci de l'avoir dit. À présent, nous recevons l'ami abonné. Bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Je donne 20 sur 20 à beaucoup de journalistes aujourd'hui. Hein. Ah, vous êtes gentil, papa bonheur. Oui, parce qu'ils m'ont dit la vérité. La première vérité, c'est sur Michel qui a parlé de Claude Leroy. Franchement, on n'en a pas besoin qu'on nous dise que présentement on a un nouveau contrat. Si c'est fait présentement, cela voudra dire que Akboubi était complice depuis des années de la mauvaise organisation et de la gouvernance de Claude Leroy à la tête du pays, et comment dirais-je, de la FTF. Non, pas de la FTF, mais des éperviers. Ok, parce que je sais qu'on a un compatriote, Salou Bachirou, qui fait ses preuves en Allemagne et qui entretient bien des équipes qui gagnent. Mais on ne peut pas avoir ici quelqu'un qui prend 25 millions et qui ne gagne pas, et puis on reconduit. Ça m'a énervé. J'aimerais poser une question à la presse. Vous avez dit, les brebis galeux, là, qui ne seront pas dans vos réglementations, la question est de savoir comment vous allez les punir. Parce que nous qui allons commander, il faudrait qu'on sache les punitions pour voir si les désordres qu'on va causer dans votre domaine, nous serons aussi coupables. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je pense qu'en politique, à contact Badiamouna Halan, j'incite vivement tout ce monde-là à être derrière Favre et tout ce monde à être derrière Agbeyoume pour qu'on ait au moins 3 candidats, Fort, Favre et Agbeyoume. Je les incite. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, mais ils font comme s'ils ont quelque chose à nous prouver, qu'on nous réserve. Merci. Merci, abonné. Nous partons du fait que officiellement, il y a 7 candidats. Si d'ici là, si quelqu'un se désistait, on vous en parlerait. Maintenant, pour l'ami Kossi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Bonjour le plateau. Oui, bonjour à vous. Je voudrais interpeller un peu nos leaders politiques. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils nous trompent. Le Togo, le Lomé fait un peu un tiers de la population togolaise. S'ils ont la majorité à Lomé, ça ne veut pas dire qu'ils sont la majorité au Togo. Moi, quand je vois un peu, je suis pas par mon travail, je vais dans un point un peu reculé. Ce que j'entends, franchement, ils sont là à crier. Exactement, le parti au pouvoir est au fond, dans le fond reculé, à un travail de la population. Mais ils sont ici, ils crient chaque jour qu'ils vont gagner au premier tour. C'est pas le même qui est le Togo. Chez les pays, s'ils veulent vraiment gagner là, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Parce que sur le terrain, il n'y a personne à pas l'unir. Quand je prends l'exemple, que Djebi, dans un petit exemple, Sotubois. Quand tu vas dans le village, que Djebi tape il y a plein que je vais voyager. Ils ne savent pas ce qu'on appelle ANC, ce qu'on appelle c'est ils savent, ils connaissent. Comment vous pouvez gagner dans ces conditions-là? Franchement, qu'ils nous laissent, qui traversent sur le terrain, qui écrivent chaque jour sur les antennes, que ça, le c'est pas le Togo. L'autre Togo, c'est le assez cassé. Merci donc pour cette exhortation de notre ami Kossi à l'endroit des 6 candidats de l'opposition. Répondre un peu en disant qu'en fait, quand on interdit à certaines parties d'opposition d'intervenir, ne serait-ce qu'un meeting à Kara, par exemple, comment voulez-vous que les populations connaissent les leaders d'opposition? Ça aussi, c'est des faits. Merci. L'ami Johannes en ligne. Allô? Oui. Allô? Vous voulez... Oui, allez-y, Johannes. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Sur le plateau. J'ai 2 points à soulever. Le premier point. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, le premier point. Par rapport au fait que vous reprochiez à chaque fois au ministre de la Sécurité qu'il se substitue à la justice en présentant des présumés coupables. Mais je me dis,
Pourquoi à chaque fois vous dénoncez cela, mais à chaque fois aussi qu'il vous appelle, vous répondez toujours? À chaque fois que le ministre fait signe aux journalistes qu'il a des présumés coupables à leur présenter, mais les journalistes sont toujours présents avec leurs appareils photo. Le jour où vous allez lui dire que vous n'allez pas vous présenter parce que c'est le procureur plutôt qui doit faire signe à eux journalistes, je pense qu'à partir de ce moment, le monsieur Yak va commencer à changer et va déléguer à la justice ses prérogatives. Merci. Voilà. Deuxième point. L'opposition n'arrive pas dans les zones reculées. C'est bien vrai. Mais dans vos analyses, la conclusion que je tire, c'est qu'il faut être riche avant d'être candidat à la présidence. Mais je dis non. Emmanuel Macron n'était pas un richissime avant d'accéder au pouvoir en France. Barack Obama n'était pas un richissime. Sauf que quand on est dans un pays où ceux qui sont au pouvoir ont la latitude d'utiliser les moyens publics, c'est facile de dire que ces gens sont présents dans les zones reculées. C'est facile d'utiliser les moyens publics qu'on est présent dans les zones reculées. Faure Gnassingbe n'a jamais déclaré ses biens dans ce pays. Est-ce que nous savons, lors des campagnes, combien le parti au pouvoir utilise? Ça n'a jamais été déclaré. Donc c'est facile de dire que l'opposition n'a pas les moyens, tout ça là. C'est normal. Merci Johannes. Vous avez dit l'essentiel. On va écouter rapidement l'ami Christian et puis les confrères vont vous répondre à l'un et à l'autre. Christian, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui. C'est pour vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Loïc, grand merci à vous tous. Je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire. Mais à Ambroise Mondjo, je vais dire que c'est important d'avoir des délégués dans des bureaux de vote. Moi, j'ai été une fois un délégué dans un bureau de vote. Je sais que c'est important. C'est important. Ne pensez pas qui ne pensent pas que c'est important. Ce que les vainqueurs et les autres ont dit, c'est très important. Il faudrait rester et voir que c'est important. Maintenant, le deuxième point. Les gens sont à Lomé et ils crient sur les canaux FM et autres. Ils pensent que le Togo s'arrête à Lomé, quoi. L'opposition doit travailler. On doit se dire cette vérité, l'opposition doit travailler. Ne restez pas à Lomé, vous pensez que la population de Lomé, là, c'est pour l'opposition ou bien quelque chose. Le parti au pouvoir a des militants aussi à Lomé, à l'intérieur du pays. Il y a des coins, les gens ne sont même pas allés à Tivi ici, mais ils vont te parler du Nord comme ils ont quitté, ils ont dépassé Tivi ici. Laissons de blouir les gens. Et nous ne voulons pas que pour ces élections que tout le monde est en train de suivre là, quelqu'un à la fin va nous dire que les élections ont été trichées. Ayez vos délégués dans les bureaux de vote. Rassemblez toutes les preuves. Que l'opposition ne vienne pas crier. On est fatigué dans ce pays chaque fois. Merci, cher ami. C'est très instructif d'écouter tout le monde. Alors, rapidement, ils ont posé des questions. Et le Mati Chogbe, nous reprochons à Yak de se substituer au procureur de la République. Mais à chaque fois qu'il appelle la presse, nous nous précipitons. Et l'homme? Non, je pense que la presse est libre de faire son travail. Vous savez, c'est une presse plurielle, d'accord, sans complexe et sans préjugés. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui invite la presse à un événement, la presse est libre de se rendre à l'événement. Parce qu'on n'a pas tous la même ligne éditoriale, on a des opinions divergentes. Et donc, aujourd'hui, on est dans la démocratie, on est en toute démocratie, on est libre de pouvoir se rendre à la conférence de presse de notre choix. Et donc, au-delà de ça, et donc, maintenant, le traitement que chaque rédaction veut en faire, chaque rédaction est libre d'en faire. Donc, mais on ne peut pas tous, parce qu'on regarde tous dans la même direction. Non, mais chaque journal ou chaque organe de presse est libre de couvrir l'événement. Il faut rappeler que le ministre Yak, c'est quand même une autorité de la République. S'il convoque la presse, il faut qu'on y aille, qu'on l'écoute et on lui dira en quoi il a bien fait, en quoi il aurait dû peut-être faire autrement. C'est pas une question de ligne éditoriale. C'est pas pas une question de ligne éditoriale. Quand la presse, même si c'est pas une autorité, tant que la presse est appelée quelque part, elle y va d'abord pour écouter. Elle restitue. Et quand elle restitue, elle peut faire son commentaire pour dire oui, mais on a restitué, mais ce n'est pas ton job, par exemple, de le faire. C'est tout. C'est comme ça, c'est simple. Ce n'est pas une question de ligne éditoriale. La presse va aller, elle écoute, elle restitue et elle fait ce qu'on appelle le commentaire. En bas,
C'est ce que nous avons essayé de faire. Merci. Ambroise, notre auditeur est revenu sur les moyens de l'État. Il a dit que Barack Obama ou Macron ne seraient pas assis sur des fortunes, mais cela ne nous a pas empêché de battre campagne. Oui, d'abord par rapport, en tout cas nous au niveau de le ministère de la Sécurité, on n'a jamais été invité à une conférence de presse. Moi je laisse. Non, je parle. Quand le ministre il ne cite pas les journaux, il lance, disons, l'information et n'importe qui peut y aller. Je suis en train de relever qu'il y a certains journaux qui ne sont jamais appelés. Non, je ne défends pas Yark, mais Yark par rapport à ta question, invite toute la presse. Je crois que toute la presse, je ne suis jamais invité. Oui, c'est là que c'est vous qui n'y allez pas. Ce n'est pas lui qui ne vous invite pas. Je ne suis pas sorcier pour savoir s'il y a quelque chose au ministère de la Sécurité. Maintenant, répondez à l'auditeur. T'offusques à me... Non, parce que ce que vous dites là, maintenant, c'est ça. Repose-moi ta question maintenant. Moi, je vais entendre ta question. Si il y a des gens, on dit que les gens ont des moyens, surtout celui-là qui vient de parler par rapport au délégué du bureau de vote, tout ça là. Moi, je n'ai fait que relever un fait qui s'est produit au César. La manière dont les gens ont fait pour pouvoir avoir les procès-verbaux, ça, je ne sais pas. Mais j'ai dit que les gens qui ont un QG, un quartier général, ont eu à posséder des procès-verbaux qu'on est venu saisir. Ça, c'est un. De deux, par rapport... je ne crois pas qu'il a fondamentalement raison. Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut être riche pour être... Voilà, c'est les hommes qui ont développé cet argument. Que tu veux être candidat, il faut forcément que tu aies de l'argent. Moi, je me porte en faux. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément. J'ai dit qu'il faut avoir l'étoffe. Voilà. C'est pratiquement là. Personne ne va... Non, mais écoute, une élection présidentielle, c'est pas une élection d'un maire. Donc, moi, je dis que celui qui veut être président, il sait dans les conditions dans lesquelles lui-même vit, il sait le travail qu'il fait, il sait l'ambition qu'il poursuit en venant devenir président. Donc, les moyens, il sait où trouver les moyens pour pouvoir assumer sa responsabilité demain quand il sera élu ou pour pouvoir opérer ses campagnes. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait un problème autour de cette question. Qu'est-ce que Barack Obama n'était pas riche? C'est les gens qui sont financés par les entreprises. Mais il faut quand même rappeler, puisque c'est des vérités, c'est des gens qui ont disposé d'appareils et de moyens qui leur ont permis de couvrir l'intégralité de leurs territoires nationaux. On ne saurait pas vouloir être président en restant quand même dans son petit coin. Je pense que c'est l'essentiel ce que vous voulez dire, Michel. Ah oui, on me dit Macron n'était pas riche, Barack Obama. Oui, mais ils ont eu des soutiens incommensurables. Parce qu'on les faisait confiance. Il y a des lobbies qui les faisaient confiance. On les a fait confiance. Et on a mis des moyens, que ce soit de la logistique ou bien les moyens financiers. Mais ici, ceux-là dont on parle, des gens qui ne connaissent même pas tout le territoire, en tout cas qui n'arrivent pas à couvrir tous les territoires, qui n'ont pas les moyens de se faire connaître dans tous les coins. Et vous me dites que non, on n'a pas besoin d'être riche. Il ne faut pas parler des choses pour faire plaisir aux gens. Il faut dire les choses pour que les gens arrivent à se corriger. Ici le 6, il y a du temps pour que les gens quand même puissent s'organiser. Nous disons que tu peux ne pas avoir... Mais il faut que ta personne soit une caution. C'est-à-dire que ta personne puisse attirer des gens à te soutenir parce qu'on a confiance. Demain, vous pouvez prendre le fauteuil. Merci. Si vous êtes là, vraiment un kidam, je vais mettre l'argent sur un kidam. Merci. Pourquoi nous tous, nous sommes intelligents parce que personne ne peut dire ici que parce que Macron n'est pas riche. On a vu comment Sarkozy a financé sa campagne. C'est bien des années plus tard que le scandale est sorti avec Kadhafi. Donc, il ne faut pas qu'on dise des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais derrière un candidat, on voit toujours des lobbies. On sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière, on sait qu'il y a des moyens financiers qui sont mis par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, et je répète sur ce plateau, que nous, on ne fera plus le débat de délégués dans le bureau de vote. Moi, en tout cas, je ne le ferai plus. Si quelqu'un pense qu'il a gagné l'envoi tous les PV des 9383 bureaux de vote de ces délégués dûment déployés, parce qu'ils ont 42 millions et ils vont se débrouiller dedans, et parce qu'aujourd'hui, c'est l'éternelle chanson qu'on nous ramène, qu'on n'a pas pu couvrir tous les bureaux de vote, faute de moyens pour envoyer des délégués. Il faut que pour cette fois-ci là, parce que au moins la manne que l'État leur a donnée, ils ont quand même une marge dedans pour déployer les délégués. Ce que l'homme dit est important parce que au cas où quelqu'un avait des raisons de ne pas faire confiance au premier résultat provisoire donné par la CENI, il faudra prouver sur la base des procès-verbaux de ces délégués. En même temps, il faut rappeler que il faudra que la force publique n'aille pas déranger les candidats dans leur travail de compilation de bureaux de vote. Maintenant, Ambroise, votre carton de fin d'émission? Mon carton va à l'OTR, carton rouge.
Carton rouge à l'OTR, parce qu'il y a tellement de dossiers là-bas sur lesquels on reviendra. Mais carton rouge à l'OTR dans un cas spécifique. Des jeunes ont été recrutés. Et certains même, on les a obligés de démissionner de leur poste. Certains sont souhaité, ils ont démissionné parce qu'ils ont trouvé l'OTR. Après le recrutement, ils ont été recrutés maintenant. On leur a donné 1 mois, ils ont été formés, ils ont rasé les cheveux, ils ont même donné 60 000 francs pour pouvoir faire les derniers réglages pour commencer. Oh. 1 mois après, patatras, 25 ont été recalés. Et c'est des gens qui n'étaient même pas sur la liste additive qui ont été ramenés pour les remplacer. Ça, c'est arrivé quand ça? C'est courant. Il y a un concours qui avait été organisé en jeu, c'est en période 2019. Il y a une jeune dame que je connais, elle est totalement déconnectée. Elle a juré même. Nous en parlons souvent. Il y a un service anticorruption à l'OTR avec le numéro vert 8280. Non, on ne parle pas de la corruption ici. Oui, si des gens ont été recrutés et qu'ils ont été laissés arbitrairement, c'est une forme de corruption. Ce qui est grave, c'est qu'elle a dépéri. Elle a même laissé l'école. Merci. Elle a même refusé d'aller au concours. Je pense que c'est-à-dire que ce n'est pas normal dans un pays. Je pense que les gens comme ça doivent saisir le service anticorruption de l'OTR. J'ai saigné. Loïc, quelque chose de malheur est bon. Notre Magloire est grippé. Vous l'avez remplacé aujourd'hui et vous constatez que le public est vraiment chaud de vous écouter. Mais on va en parler après. Votre carton. Oui, donc carton, je n'en avais pas, mais je donne carton vert à tous les auditeurs patients qu'ils sont à nous écouter parce qu'on n'a pas la science infuse, mais qui acceptent Merci, carton vert aux auditeurs. Il faut rappeler que si les gens ne nous écoutent pas, ce sera une vanité de vouloir prétendre qu'on fait club de la presse ici, n'est-ce pas, Elo Antichogbe? Moi, je n'ai pas de carton. Bonne journée à tout le monde. Merci, Michel Sarakawa-Balo Je Tchadja. n'ai non plus de carton aujourd'hui. Merci, moi j'ai pour vous un carton de gratitude confraternelle et amicale. Loïc, arrivé aujourd'hui, va assurer la 3e mi-temps, même si c'est maintenant qu'il apprend. Et rendez-vous demain vendredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.